commence avec l'élection présidentielle. Une vision, une mission. L'État et la Caisse des dépôts vont faire œuvre commune pour créer une grande banque publique d'investissement pour la France. Le 17 octobre, le Conseil des ministres confie la mission de préfiguration à Jean-Pierre Jouyet et Nicolas Dufourcq. Objectif, une banque autonome, réactive, inaltérable pour porter les produits du pacte de compétitivité. Le concept est livré fin octobre, intégration des filiales, chaîne de commandement courte, 6 métiers, garantie, financement, fonds de fonds, fonds PME, fonds ETI et grandes entreprises et innovation. Le 19 novembre, la Commission européenne rassurée reconnaît le bien fondé du projet. Le 4 décembre, à Chantilly, les 25 premiers managers des entités intégrées sont rassemblés pour jeter les bases du schéma collectif. C'est la marque de fabrique du groupe. Faire ensemble. Et le verbe se décline au présent et en accéléré. Priorité au territoire, président de conseils régionaux et préfet d'abord le 6 décembre. Puis, le premier roadshow sur la France, 22 régions. Et là, on raconte, on explique, on s'explique, on partage. Ils sont acteurs locaux, élus, patrons, fonds, banques. Le projet est ambitieux. Quid de la réalisation? On y croit moyen. Le 31 décembre, le Parlement vote la loi. 4 entreprises vont fusionner, Oseo, FSI, FSI Région et CDC Entreprises. 2013 s'installe, Moody's confirme sa note souveraine donnée à la banque. La marque jaune lance le jeu, une France tournée vers le soleil, une seule ligne, agir. Le 21 février, Dijon, une date clé. En plein marathon, ils sont tous là pour le premier conseil d'administration, politique, acteurs, ceux qui conduisent, ceux qui portent, ceux qui accompagnent et ceux qui font. Ils découvrent le projet. Un projet, une réalité partagée. Enfin, il aura fallu 100 jours pour mettre en place la plus grosse banque européenne d'investissement, pour fédérer ses 2200 collaborateurs, pour décider de l'organisation et des processus et poser son identité. L'équipe en charge est en marche, 6 patrons pour 6 métiers. Le champ de manœuvre est éclairé, le rapport gallois. Et financer les 20 milliards de fonds propres. Au passage, le patron est confirmé par les 2 assemblées. Il a déjà filé en Corée, au Japon, en Israël, dans la Silicon Valley, en VRP BPI France et en quête des meilleures pratiques. Le printemps est fructueux, assise de l'entrepreneuriat en mars pour prendre ses marques, le top des 100 cadres à Gouvieux pour préciser la doctrine d'intervention, le lancement de BPI France Export avec UbiFrance et la COFAS et une première émission obligataire réussie de 900 millions d'euros avec un taux record. La BUI n'est pas en reste. Partenaire de l'innovation, ils iront main dans la main. En mai, l'heure est à la clarté de l'objectif. Servir l'avenir, le dire haut et fort et choisir les valeurs qui inspireront l'ensemble. Simplicité, proximité, volonté, optimisme. Juin annonce le début du 2e roadshow, celui de l'action avec l'inauguration des 22 directions régionales à la rencontre de 6000 entrepreneurs. La première, la Lorraine. Le 18, inauguration du siège, Maison Alfort et ses 1000 collaborateurs. Le 24, l'autorité de contrôle prudentiel donne son tampon. Oui, BPI France, régulée par la Banque Centrale Européenne, peut exercer. Le 12 juillet, c'est le closing de la 2e plus grosse opération française de fusion-acquisition de 2013. Le plan de travail de l'été est chargé. Les actions s'égrènent et se communiquent en ligne plus vite, plus direct. La rentrée livre sa batterie de produits prêts à servir. ETI 2020 est lancé en septembre. Les fonds se suivent. Savoir-faire d'excellence en octobre. Large Venture et Croissance Rail en novembre. Enfin, l'ouverture de l'espace start-up en plein Paris. En novembre, BPI France célèbre avec Cap Invest le triangle vertueux des fonds en pointe, des PME combatives et conquérantes et d'un BPI France solide et ancré. Un moment fort et la conviction profonde que le moteur est humain, que l'émotion rassemble, que la réussite entraîne. Partager, produire mieux, plus et plus juste. Et tenir le cap d'une banque de place qui ne fonctionne qu'en partenariat avec la place. BPI France signe la charte de la bonne pratique avec la FIC. Banque interrégionale, BPI France délocalise à 90% la décision sur le local, y compris dans les fonds propres. Banque de l'innovation, BPI France sera le bras armé du concours mondial de l'innovation lancé par la France et la Commission Lauvergeon et surtout du programme des investissements d'avenir. En décembre, le collège de l'AMF donne son aval à la création de la plus grande société de gestion européenne. Février 2014, retour des DOM, la boucle est bouclée. Un an pour naître, un an pour faire. 800 millions d'euros de préfinancement du CICE, 60 000 garanties, 3 000 aides à l'innovation, 5 500 prêts, 120 tickets d'investissement, 15 000 entreprises financées en trésorerie. Elles représentent 1 million d'emplois. Un an pour être une entreprise homogène et collaborative. L'avenir, BPI France et ses actionnaires ont validé son plan stratégique à 4 ans. 1 an et un mot d'ordre, faire vite pour servir l'avenir. Oui.
Écoutez, merci d'être tous avec nous aujourd'hui pour fêter cette première année de BPI France. J'ai pas l'impression que le micro marche beaucoup, mais il va pas tarder. Est-ce que vous m'entendez au fond? Maintenant, ça marche. Voilà. Alors, ce que nous allons faire ce matin, ici, vous avez vu en bande dessinée, on a voulu le faire de manière aussi propre que possible, aussi rapide, tout ce qu'on a vécu en 2013. On a beaucoup couru. Et il y a matière tout de même à remercier tous ceux qui nous ont aidés en la matière, les équipes évidemment, notre conseil d'administration qui nous a suivis, certains membres du conseil sont ici présents, les politiques qui nous ont appuyés, Pierre Moscovici viendra tout à l'heure clore cette réunion, nos actionnaires, l'État, la Caisse des dépôts et consignations, nos partenaires, tout ça a été absolument collectif. Il a fallu en effet rassembler l'ensemble des intérêts, des positions, des points de vue sur un objet qui était un objet, comme vous le savez, il y a encore 14 mois, un objet un peu non identifié. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce matin? On va vous présenter, d'une part, vous rappeler qui on est. Je pense qu'il y a un petit exercice de pédagogie qui mérite d'être refait sans cesse sur le métier. Nous remettrons cet ouvrage. Et puis, nous allons vous dire quelles ont été les croissances de nos différentes lignes de produits dans l'année 2013 et quels sont nos objectifs 2014 et quel est notre plan stratégique. Voilà, tout simplement. Donc c'est un agenda qui est relativement important et qui fait que je vais parler un peu vite, vous allez voir, mais je pense que vous comprendrez la logique. Alors d'abord, qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes 2200 collaborateurs, vous l'avez compris, nous avons 42 implantations régionales. Il y a 22 régions, mais nous avons plus d'implantations régionales que de régions. Nous sommes une banque de place. Autrement dit, notre part de marché ne sera jamais considérable. Nous avons une part de marché bancaire de l'ordre de 5%. Il y a des lignes de produits sur lesquelles nous sommes à 15% de part de marché, comme le crédit bail, d'autres où nous sommes uniques en France, comme les crédits de développement dont je parlerai tout à l'heure. Mais tout ce que nous faisons, nous le co-faisons, toujours. Donc partenariat avec les banques, partenariat avec les conseils régionaux, partenariat avec les réseaux d'accompagnement, partenariat avec UbiFrance, etc. Donc une institution de place. Nous sommes une banque publique, au sens où si chaque année nous n'avons pas de dotation budgétaire, nous tombons. Au sens où nous ne pouvons plus exercer notre métier de banquier. La plupart de nos crédits contiennent, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, de l'argent public, que ce soit des dotations budgétaires de l'État, du programme des investissements d'avenir ou de la Commission européenne. Nous sommes une banque de plein exercice, complète, c'est-à-dire c'est une société totalement privée, il n'y a pas de fonctionnaire dans cette société, elle n'est pas régulée par la Commission des marchés publics, par exemple, c'est une entreprise totalement privée, le meilleur du privé, mais en même temps le meilleur du public. Une banque privée, au sens où nous sommes régulés par la Banque Centrale Européenne, les contrôles de la Banque Centrale Européenne vont commencer chez nous lundi, comme à la Société Générale, comme chez BNP Paribas, Arkea, au Crédit Mutuel, etc. Une banque classique et normale. C'est une banque qui a été immédiatement reconnue par les marchés, puisque, évidemment, toute notre liquidité, on la tire des marchés, et non pas tellement des fonds d'épargne, comme on a pu l'entendre. Donc, nous levons chaque année à peu près 5 milliards d'euros sur les marchés, à des taux qui sont des taux exceptionnellement bas. Nous avons levé à OAT plus 14 points de base, la semaine dernière à Euribor plus 10 points de base. Donc, nous sommes reconnus par les marchés comme une institution de très grande qualité. Nous avons 6 métiers, on va y revenir, qui sont la garantie, le crédit en prêteur direct, les fonds de fonds, les fonds PME, les fonds grandes entreprises et l'innovation. Nous avons un principe qui est que non seulement les décisions sont prises en région, mais elles sont produites en région. Autrement dit, il n'y a pas d'un côté des commerciaux qui seraient en région et puis de l'autre côté des gens qui construiraient les contrats de crédit, toute la partie documentaire, on va dire, qui serait délocalisée ou dépaysée. Tout le monde est en région. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons avoir des délais de traitement extrêmement courts, un préfinancement de CICE en 2 jours, une mise en place de prêts de développement en 5 à 6 jours ouvrables, d'un crédit bail en une quinzaine de jours. Nous avons des fonds de garantie et d'innovation communs avec 19 régions sur 22. Ça veut dire que nous avons, avec les conseils régionaux, des modèles relativement intégrés. Le Conseil régional d'Île-de-France, par exemple, chaque année nous donne entre 15 et 17 millions d'euros dans nos fonds de garantie pour procéder à des crédits qui seront attribués aux PME et aux ETI franciliennes. Nous avons un rôle extrêmement actif d'opérateur du programme des investissements d'avenir et qui sera de plus en plus important puisque, comme vous le savez, le PIA, comme on l'appelle dans le jargon, a été redoté dans la loi de finances de l'automne dernier. Et donc il est prévu que dans les années qui viennent, nous soyons gestionnaires de l'ordre de 3 milliards d'euros de subventions, de prêts bonifiés et puis de quasi-capital dans des sociétés de gestion.
Nous sommes la première société européenne de gestion dans la thèse d'investissement PME-ETI, amorçage, capital risque, capital développement, la plus grosse. Nous avons 18 milliards d'euros sous gestion avec 380 collaborateurs. C'est la plus grosse française, mais c'est aussi la plus grosse européenne. Et ça n'est qu'une seule société. Tout a été fusionné dans une seule société qui s'appelle BPI France Investissement. Notre organisation est complètement décloisonnée, désormais. Comme vous le savez, les 4 entités qui forment le puzzle du petit film de tout à l'heure avaient parfois tendance à oublier qu'elles devaient travailler ensemble, n'est-ce pas? Donc le projet BPI France, c'est un projet... Vous avez ici au premier rang une gamme d'entrepreneurs clients qui vont intervenir tout à l'heure produit par produit. Et bien, ce sont les entrepreneurs qui sont ici, qui ont dit aux politiques, ça ne peut plus durer. Donc on a là un projet politique qui est client-centrique. Donc les entrepreneurs ont demandé à ce que ces gens travaillent ensemble, à ce que l'information circule. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait circuler l'information. Autrement dit, dans cette banque, il n'y a pas de secret bancaire à l'intérieur de la banque. On se parle. Dès lors qu'on décide, on a un comité d'investissement et un comité de financement. Et les deux problématiques sont bien séparées, du crédit et de l'investissement. Mais tant qu'on n'en est pas à la décision, pas de secret bancaire. Enfin, 4 valeurs qui guident tout, y compris la manière dont on a pu préparer ce premier rapport d'activité. C'est la simplicité, c'est la proximité, c'est la volonté et c'est l'optimisme. Alors, notre stratégie maintenant, elle se décline, vous allez voir pas mal de chiffres, tout ça est dans les documents qui vous ont été transmis. Vous verrez qu'on a publié notre plan stratégique sous la forme d'un petit livre, un espèce de livre de poche que vous allez recevoir et qui décline tout cela. Nous voulons... Alors, je fais l'hypothèse que vous comprenez déjà nos produits, mais on va y revenir beaucoup. En réalité, avant même de vous montrer ceci, je vais vous dire en un mot ce qu'il faut retenir. Nous avons une activité de prêteur direct. Nous faisons des crédits. Nous, sur notre bilan, nous en avons fait 10 milliards d'euros en 2013. Nous ferons 11 milliards d'euros en 2014. Nous ferons 12 milliards d'euros en 2015. Nous ferons 13 milliards d'euros en 2016. Voilà, c'est simple. Et ça, je pense qu'on peut le retenir. Et donc une activité de prêteur direct qui va croître d'1 milliard d'euros par an. Je parle bien de production annuelle de nouveaux crédits, ce qui veut dire que les encours eux-mêmes vont croître à très grande rapidité. Ça, c'est pour notre activité de crédit. Nous avons une activité de garantie où nous garantissons les crédits, cette fois-ci privés. Et nous aurons un témoignage tout à l'heure d'HSBC. Et là, nous allons croître avec la croissance anticipée du marché de la banque française, puisque nous garantissons toutes les banques françaises, avec les chiffres que je vais vous présenter, à peu près 60 000 crédits par an. Donc là, nous croîtrons de 3 à 5% par an, c'est-à-dire la croissance naturelle de ce marché. Ensuite, nous avons une activité de fonds propres. Et l'activité de fonds propres, pour résumer, on peut injecter dans l'économie française chaque année entre 1 et 2 milliards d'euros par an. On va essayer de faire le maximum. Et tout dépend de notre capacité à convaincre les entrepreneurs d'ouvrir leur capital. Donc il y a un élément psychologique et culturel majeur, dont on pourra reparler dans les questions-réponses. Et tout dépend également de l'effet multiplicateur de l'ensemble des fonds d'investissement privés que nous finançons et de leur capacité eux-mêmes à convaincre Entreprise France à ouvrir son capital pour accueillir des fonds propres. Voilà la stratégie. Alors maintenant, elle se décline comment? Dans nos crédits, nous avons des prêts de développement. On y reviendra tout à l'heure. Ces prêts de développement, nous voulons en multiplier la production annuelle par 2, c'est-à-dire 3 milliards d'euros par an en 2016. 3 milliards d'euros, c'est l'équivalent de la totalité de l'encours aujourd'hui des prêts de développement. Donc c'est une augmentation massive. Le préfinancement du CICE, vous êtes connaisseur coutumier de ce produit, c'était 800 millions d'euros en 2013. Nous voulons doubler, à horizon 2016, 1,6 milliard par an. Si le CICE existe encore. On s'adaptera. Ensuite, nous avons un prêt à l'export. Ce prêt à l'export, nous l'avons lancé de facto cette année 2013. Nous voulons en doubler la production par rapport à notre budget 2014, c'est-à-dire passer à 500 millions d'euros par an en 2016. Et nous voulons renforcer notre partenariat avec UbiFrance. On y reviendra tout à l'heure. Nous voulons faire des crédits de plus en plus longs. Nous lançons en ce moment même un prêt d'avenir qui est un prêt à 10 ans. Et ce n'est que le début d'une aventure qui va nous emmener vers, notamment dans la transition écologique, des prêts qui peuvent aller jusqu'à des prêts de 30 ans. Nous y sommes. Transition écologique, nous sommes aujourd'hui à peu près à 400 millions d'euros par an. Nous voulons doubler. 800 millions d'euros de production de crédits nouveaux par an.
Le financement de la trésorerie, nerf de la guerre, alpha et l'oméga des PME, le BFR, nous continuerons de pousser toutes nos actions en la matière. Le préfinancement du CE est une solution, mais nous avons toutes sortes d'autres lignes de produits, de mobilisation de créances que nous allons pousser. Économie sociale et solidaire, nous avons lancé nos nouveaux produits, nous serons actifs. Aide à l'innovation, les aides à l'innovation, notamment parce que le programme des investissements d'avenir a été rechargé, nous allons pouvoir doubler également, passer de 750 millions d'euros en 2013 à 1,5 milliard par an en 2016-2017. Tous ces chiffres sont quand même considérables si on s'arrête ne serait-ce qu'un quart de seconde pour en prendre la mesure. Et les opérations en capital, c'est ce que j'indiquais à l'instant, nous aimerions pouvoir faire 30% de tickets de plus par an, directement et indirectement. Aujourd'hui, on fait à peu près petit 1850 à 900 tickets par an. On aimerait faire 30% de plus. Donc 900 entreprises avec du capital injecté en 2013. Voilà la stratégie fondamentalement. Quelle organisation pour la stratégie? Encore une fois, 42 implantations régionales. Nous avons dans chaque implantation régionale un délégué crédit, un délégué fonds propres, un délégué innovation et un chargé d'affaires international qui nous vient du Bifrance pour aller convaincre les ETI qu'il faut exporter, s'installer à l'international, ne pas avoir peur, qu'on va les aider, qu'on va les financer, et que c'est la clé du succès, de l'avenir et même de la soutenabilité de leur entreprise. Nous avons été cohérents avec cette dimension. Nous avons augmenté de 30% nos collaborateurs fonds propres en région. Toutes les régions sont maintenant équipées d'équipes fonds propres pour que précisément les décisions soient décentralisées. Comme vous le savez, nous sommes fortement orientés. Nous avons un conseil national d'orientation, puis nous avons 22 conseils régionaux d'orientation. Ils ont tous commencé à bosser. Et de manière pragmatique, utile. Ce sont des comités de place où vous trouvez la Banque de France, les banques, les partenaires sociaux, les chambres de commerce et d'industrie. Et c'est, à dire vrai, un lieu où on peut échanger sur la manière dont fonctionne un territoire. Le dernier point, et qui est quand même pas l'un des moindres, puisque c'est notre engagement, c'est qu'en 2014, nous souhaitons aller voir en démarchage 75 000 entreprises. C'est une banque de porte-à-porte, BPI France. C'est pas une banque de guichet. Il n'y a pas de guichet. On se déplace, on est sans arrêt en voiture, et on va dans la cuisine de l'entrepreneur parler de cette matière qui est hyper intime, qui est son futur. C'est comme ça qu'on fait. Et on voudrait le faire cette année avec 75 000 entreprises et un objectif que vous allez voir décliner méthodiquement produit par produit qui est l'année 2014, ça doit être le printemps de l'investissement français. On ne peut pas continuer de reporter le rebond de l'investissement à plus tard, en attendant qu'il y ait plus de visibilité, alors que le monde entier est en train de croître et que nos entreprises ont pour l'instant encore, pour beaucoup d'entre elles, un peu peur de se relancer. Alors la bonne nouvelle, elle est venue des statistiques de l'INSEE qui viennent de tomber, qui montrent que le 4e trimestre 2013, pour la première fois, l'investissement repart légèrement par rapport au 3e trimestre 2013. Il est toujours inférieur à 2012, mais au moins par rapport au trimestre d'avant, ça ne baisse plus. Voilà. On a eu 8 trimestres d'affilée de baisse de l'investissement quand même. Donc notre stratégie et notre fougue, si je puis dire, pour 2014, sont indexés sur un seul objectif, tout faire pour que l'investissement des PME et des ETI françaises reparte. Tout, y compris aller voir 75 000 entreprises en porte-à-porte. Alors, nous avons lancé pas mal de nouveaux produits, nous en lançons d'autres en ce moment, nous avons de nouveaux outils et nous avons de nouveaux moyens. Les nouveaux produits, je ne vais pas les passer en vue tous, on peut tout à fait vous les expliquer. Les nouveaux moyens, la recharge du PIA, j'en ai parlé. Nous réalimentons un certain nombre de fonds d'investissement comme le fonds Innobio, comme le fonds Internet. Nous avons des dotations de la Banque européenne d'investissement qui nous permettent de lancer des prêts à l'innovation. Nous avons eu des dotations de garantie de l'État pour l'année 2013 et l'année 2014 qui nous ont permis et qui nous permettent maintenant d'être extrêmement ambitieux. Et puis, avec le concours de nos amis du Conseil général de l'industrie, nous lançons de nouvelles actions importantes dans le monde du capital risque. Voilà. Donc nous avons pas mal de nouveaux moyens au total. Nous avons des nouveaux outils, qui sont les fonds que nous avons créés, qui sont listés ici, que vous avez repérés dans la petite bande dessinée, le fonds Large Venture, le fonds ETI 2020, un fonds maladie rare, un fonds savoir-faire d'excellence. Donc tous ces fonds ont leurs propres équipes de gestion qui permettent de recevoir et de voir les entrepreneurs et de financer
leur projet. Alors, l'activité, on va la passer en revue sous une forme extrêmement simple, aussi pédagogique que possible. 8 grandes catégories de produits. Il y a 6 métiers et il y a 8 produits qui comptent à l'intérieur de ces métiers. Le premier produit, c'est la garantie. Voilà l'évolution de notre volumétrie. Nous sommes passés de 7,4 milliards d'euros. Là, c'est la totalité des crédits garantis. Notre quotité à l'intérieur, c'est à peu près 50%. La partie de ces risques qui sont garantis par nous, c'est la moitié. Mais le total du crédit octroyé à la PME et à l'ETI française, garanti, c'est 7,4 en 2012 et c'est 8 en 2013, 8,2 en 2014. Voilà le type de croissance sur lequel nous sommes. Vous pourriez demander pourquoi il y a une très forte croissance en 2013 et moindre en 2014. C'est qu'en 2012, il n'y avait pas de fonds de garantie pour la trésorerie des PME. On l'a relancé très exactement le 3 janvier 2013. Donc il y a un ressaut et depuis, on croit, le plus de 2,5%, il est supérieur à la croissance du marché du crédit français, puisque, comme vous le savez, pour l'instant, on n'est pas du tout sur un trend de croissance du crédit français. Juste pour mémoire, là aussi, les statistiques de la Banque de France sont tombées. On a, pour l'ensemble des entreprises françaises, y compris les grandes entreprises, des flux 2013 qui sont à moins 13% par rapport à 2012. Et on a, pour les PME seulement, des flux qui sont à moins 4%. Ça, c'est le vent contraire. Moins 13, moins 4. Nous, on est en croissance sur tout, au contraire. Donc notre rôle contracyclique, il est majeur. Alors, un petit témoignage pour commencer, pour que vous compreniez ce que ça veut dire pour BPI France que de garantir une banque qui s'appelle, au cas particulier, on a choisi HSBC avec Sophie Solasol, qui est de l'agence République de HSBC. Voilà. Si vous pouvez nous dire rapidement comment ça se monte, un crédit garanti avec nous. Bonjour à tous et à toutes. Déjà, permettez-moi, Nicolas, de vous remercier d'avoir convié HSBC pour ce retour d'expérience, un an après la création de la Banque publique d'investissement. Donc moi, je suis directeur de centre d'affaires chez HSBC, donc je suis un banquier de terrain qui côtoie tous les jours des chefs d'entreprise, des PME et puis des équipes BPI. Les relations avec HSBC et BPI remontent et s'inscrivent de longue date. Mais il est important de noter que depuis la création de BPI, nous avons noté une réelle nouvelle impulsion et ça nous a permis de décupler nos forces sur des projets beaucoup plus ambitieux que nous avions opérés par le passé. Alors, à titre indicatif, HSBC en 2013 a distribué au travers des garanties 30% de plus de garanties que par le passé, et notamment sur des programmes liés à l'international. Alors, il est vrai que nous avons des ambitions fortes chez HSBC au niveau de l'international, puisque nous avons lancé, par exemple, l'année dernière, une enveloppe de crédit d'1 milliard d'euros, que nous renouvelons cette année à hauteur d'1,5 milliard, dédié à nos PME de croissance et notamment à l'international. Alors, dans tout cela, en quoi BPI Garantie booste et comment dirais-je, accentue nos ambitions? Moi, je vois 3 points essentiels. Le premier, c'est important de le dire, l'accélération des décisions prises par BPI au sein des équipes. On sait tous que nos PME, la plupart du temps, ont besoin d'une réponse pour la veille, voire l'avant-veille. Et par le passé, nous avions peut-être tendance, les banquiers, à ne pas avoir recours à la garantie BPI, faute d'un calendrier suffisant ou peur de ne pas être dans les temps. Désormais, c'est révolu et BPI est extrêmement dynamique. Deuxième point important, des experts locaux installés, dédiés dans les équipes BPI qui, en accompagnement avec nos 100 chargés d'affaires internationaux, nous permettent de mieux comprendre, de mieux appréhender les enjeux et les problématiques de l'entreprise. Et ça, notamment sur des sujets ayant trait à des sujets plus techniques, comme l'innovation ou l'international. Troisième point, essentiel également, c'est la proximité que nous entretenons avec nos collègues des équipes de BPI, qui nous permettent d'interagir avec nos chargés d'affaires présents dans 55 pays partout dans le monde. Voilà, en ce qui concerne ces 3 facteurs importants. J'en ai pour preuve, parce que la preuve est importante, on vient de financer il y a quelques semaines un de nos clients au centre d'affaires, une opération de croissance externe à l'international qui est toujours un peu plus compliquée pour nos PME, 3 millions de financement, un accord de crédit transmis aux clients en 8 jours. Accord BPI compris.
exceptionnel. Alors par contre, dans la vraie vie après, la mise en place de la collecte de l'ensemble des documents juridiques, etc., pour finaliser le closing, a été beaucoup plus long, mais pour le coup, là, c'était pas la faute du banquier, des banquiers. Voilà. Alors pour conclure, parce que beaucoup de personnes doivent encore passer, moi je souhaiterais souligner un point qui m'est très très cher. J'ai la conviction que pour que nos dirigeants d'entreprise aient des projets qui aboutissent vite et bien, c'est avant tout une histoire de relations humaines entre, bien entendu, le chef d'entreprise, mais également le banquier et les spécialistes BPI. C'est une équipe, à un moment donné, qui va se réunir, qui va comprendre, qui va croire et qui va porter le projet d'entreprise aux côtés du chef d'entreprise. Et la seule chose que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de... C'est l'engagement qu'on prend tous les jours et qu'on renouvelle tous les jours. Voilà. Merci. Donc ça on l'a fait 61 000 fois en 2013. Alors, la trésorerie des PME, c'est le préfinancement du CICE, où on a fait 800 millions. C'était une révolution cette année, hein, puisqu'on n'avait jamais fait ça. Hein. Et donc on a recruté pas mal d'intérimaires pour le faire, et on veut monter à 1,2 milliard en 2014, une croissance très très importante. Mobilisation de créances, ça c'est ce que vous connaissez, c'est le DAI en particulier, hein, ou mobilisation de créances publiques. On était à 3,2 milliards d'euros en 2013, on veut croître en 2014, on va mettre le paquet sur la trésorerie en 2014. Le renforcement de la trésorerie, c'est un fonds qui est doté par l'État, qui permet de faire des crédits à 2 ans, qui donne du BFR à l'entreprise. Là, c'est pareil, on a fait 645 millions d'euros de crédit en 2013. On voudrait refaire une opération un peu moins ambitieuse, parce que nous avons eu moins de dotations publiques cette année, 400 millions. Au total, notre activité de court terme va croître extrêmement rapidement en 2014 et dans les années qui viennent. Alors, c'est très important le préfinancement du CICE. Cette année, c'est pratiquement 12 000 entreprises qui en ont bénéficié. Ayez conscience que certaines entreprises sont venues chercher 800 euros. Hein. C'est-à-dire que le stress de trésorerie a été, en 2013, absolument critique pour beaucoup d'entreprises. Alors, un témoignage qui vient de Sylvie McPhillemy, de la société Petite Enfance Gestion, qu'elle vient de vendre au groupe Babylou, qui est bien connu, de Rodolphe Karl. Alors, très rapidement, dites-nous comment ça s'est passé. Déjà, je vais essayer. Bonjour tout le monde. Donc, je me présente Sylvie McPhillemy, présidente et fondatrice de Petite Enfance Gestion. Je dois déjà dire que quand ma société a été créée en 2005, très rapidement, je suis rentrée en contact avec les équipes de Noisy-le-Grand de BPI France, qui m'a accompagnée, qui m'accompagne toujours. Nous avons commencé donc mon activité, comme le précise la diapo devant vous, et la création de la gestion de crèches pour les entreprises et les collectivités locales. Nos clients sont des employeurs, qu'ils soient privés ou publics, et nous sommes régis par la réglementation nationale, et nous sommes conventionnés par l'État et par la CAF en particulier, et les parents payent le même prix, leur place, le même prix que dans une crèche publique. Donc voici le contexte. Donc de forts développements nécessaires à la création de ce type de structure, et évidemment vous avez parlé de trésorerie, donc je reviens sur le thème qui m'amène aujourd'hui. Donc très rapidement, nous avons eu des besoins liés à la trésorerie de notre société, notamment avec la possibilité d'utiliser Avance Plus, hein, le produit de cession de créances publiques. Nous avons démarré avec 50 000 euros. Aujourd'hui, nous sommes à 850 000 euros d'aide. Donc ça vous donne une idée des besoins de trésorerie que nous pouvons avoir. Et c'est vrai que les années passant, on se rend compte que le CICE a été une vraie bouffée d'oxygène pour nous. On s'en est rendu compte en 2013 et il est vrai qu'on a très rapidement été contacté par vos services et j'avais l'impression d'entendre à la radio des messages contraires à ce que j'ai pu mettre en pratique en quelques jours. Hein. Vous parlez de la rapidité d'exécution, puisque nous avions identifié un besoin pour notre CICE en 2013 de 150 000 euros et le financement a été mis en place en moins d'une semaine. Pour l'année 2014, nous allons avoir un besoin qui va être d'environ 200 000 euros et nous sommes là dans les quelques heures sur le point de signer pour pouvoir l'obtenir, pour pouvoir évidemment nous aider et compléter les besoins, j'allais dire, très importants que nous pouvons avoir en trésorerie. Donc vous expliquez également que j'ai
rejoint le groupe Babylou, qui lui a été un des premiers, je crois, à utiliser le préfinancement du CICE. Et comme nous, donc ça vous donne vraiment les deux échelles d'une petite entreprise comme la mienne, de 150 salariés et 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Babylou, c'est 3500 salariés, 150 millions de chiffre d'affaires à fin 2013. Et nous utilisons les mêmes services de BPI, et je crois, et je peux le dire avec la même attention. Donc merci beaucoup. Alors ensuite, nous montons dans la gamme et nous avons nos prêts à l'investissement, hein, donc ils sont du cofinancement de prêts à long et moyen. Nous avons fait grosso modo 5 milliards d'euros, ce qui est en prêteur direct, hein, ça c'est sur notre bilan. Ce ne sont pas des crédits privés garantis par nous, c'est nos prêts. En 2013, et nous souhaitons faire 5,250 milliards d'euros en 2014, plus 6%. Alors, à l'intérieur de ces prêts, il y a une gamme de produits très particulière, puisque celle-ci, elle n'existe nulle part ailleurs, qui sont les prêts dits de développement. Les prêts de développement, c'est des prêts où, encore une fois, on ne prend pas de garantie sur le patrimoine de l'entrepreneur ni de l'entreprise. Prêts sans garantie. Avec en plus un différé de remboursement de 2 ans. Ou 3 ans, au cas particulier, des prêts à 10 ans. C'est des prêts longs, à 7 ans. C'est de l'argent donné en blanc à l'entreprise, du fonds de roulement, en réalité, hein, pour qu'elle se développe et qu'elle en fait ce qu'elle veut. De l'innovation, de l'export, du développement, du recrutement, de la structuration. Donc c'est le nerf de la guerre. C'est le produit pour nous qui doit contribuer à la relance de l'investissement en France. C'est le produit phare. Par conséquent, comme vous le voyez, 2014, objectif plus 30%. Et comme je vous l'ai montré dans la stratégie tout à l'heure, horizon 2016, x2 en production annuelle. Hein. Donc là, on est à 1,650 en 2014. En 2017, objectif 3. Donc très très forte croissance qui ne sera possible, bien entendu, que si, parce que c'est des crédits qui sont quand même assez risqués, si on ne prend pas de garantie, on a des fonds de garantie qui nous permettent de financer ce risque. Et ces fonds de garantie sont dotés par l'État. Donc tout ça suppose, mais c'est le cas pour l'instant évidemment, hein, un dialogue budgétaire de qualité dans les années qui viennent avec l'État. Alors un témoignage d'un consommateur significatif de prêts de développement avec une entreprise exceptionnelle, Alain Taïeb de l'entreprise Mobilitas, 4000 salariés, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, et comme vous le voyez dans la slide, un recours professionnel au prêt de développement. Merci Nicolas. Donc effectivement, bon, le slide présente rapidement, et vous l'avez fait, mon entreprise, qui est une entreprise familiale, 40 ans d'existence, capitaux 100% français. Je fais partie de la 2e génération. Une ETI qui s'inscrit complètement dans le paysage de ce qui est évoqué aujourd'hui comme un des éléments et un des maillons manquants du dispositif français, puisqu'on n'est que 4500 ETI, et nos amis allemands ou anglais ont 10 000 ETI. Donc voilà, on est dans le noyau nucléaire, on est en plein dedans. Donc effectivement, tout ce qui peut être fait pour nos entreprises, la mienne et les autres, est effectivement extrêmement positif pour la mission générale. Alors, ramenons ça à notre cas particulier. Alors, je parle de façon générale parce que j'ai pas mal de mandats par ailleurs comme conseiller du commerce extérieur ou au MEDEF. Donc, mais appliqué à mon entreprise, effectivement, la relation avec BPI a été une relation, je dirais, qui aujourd'hui m'intéresse beaucoup plus pour sa projection sur le futur que pour ce qui a été fait sur le passé. Le passé, c'est déjà fait, merci beaucoup. On est déjà à la page suivante parce que ce qui est important, c'est l'ambiance, c'est effectivement la confiance. On a le sentiment que sur des projets naissants, sur des projets qui arrivent, et dans une ETI, il en arrive tout le temps, eh bien, on a quelqu'un qui va répondre présent quand on aura besoin de lui. Et ça, la démonstration a été faite en amont, à travers effectivement la mise en place d'un crédit au développement de 5 millions d'euros, qui a été mis en place de façon très facile. Bon, alors bien sûr, vous vous renseignez sur les entreprises avant d'accorder ces chèques de 5 millions, mais il n'y a pas de lourdeur administrative, et il y a un travail qui est relativement simple, qui permet effectivement, à travers un certain nombre de critères, de savoir que vous avez affaire à des gens sérieux, qui ont un passé sérieux, qui ont une longévité, qui ont des projets. Donc la mise en place de ce crédit, bien sûr, va contribuer à la réalisation d'un certain nombre de projets que nous avons. Notre entreprise a ça de particulier que sur les 4000 salariés que nous en avons 3200 à l'étranger et 800 en France, mais non pas par délocalisation, mais parce que nous avons des filiales opérant sur des marchés extérieurs. Quand on s'installe en Angola ou qu'on s'installe à Singapour, on attaque les marchés locaux et donc sans présence, on ne pourrait pas effectivement le faire. Les métiers que l'on fait, c'est le déménagement international. 120 000 familles dans le monde déménagées chaque année. Nous faisons de la relocation. Et dans ces deux métiers, nous faisons partie des champions français. On a déjà effectivement atteint un niveau de part de marché qui nous permet de rivaliser avec nos compétiteurs mondiaux. On est donc
entreprise française qui est dans le jeu. Il y a un troisième métier où on va devoir beaucoup investir, et c'est là effectivement que la musique BPI nous dit quelque chose et va nous aider, c'est l'archivage numérique et physique. C'est un métier où on s'investit sur les 20 ou 30 années à venir, qui est très lourd d'investissement et où il n'y a pas de champion français du tout. Autrement dit, les numéros 1, 2, 3, 4 sont anglo-saxons. Et donc notre ambition, c'est effectivement de construire un champion français. Alors on le construit comment? Par croissance organique et par croissance externe et par une projection à l'étranger. Tout ceci va nécessiter beaucoup d'investissement, mais ça rentre également dans le discours global, c'est-à-dire que notre pays s'en sortira que si effectivement des PME deviennent des ETI et que des marchés à l'international se gagnent. Donc de ce point de vue-là, la présence de BPI dans le paysage, pour nous, je ne dis pas que nos banques ne nous suivent pas, mais elles ne nous suivent pas de la même façon, elles ne nous suivent pas avec la même célérité, elles ne nous suivent pas toujours. Vous avez parlé effectivement de quelques jours, quelques semaines pour monter les dossiers. Avec nos banques que nous connaissons depuis 40 ans, il existe parfois des discussions où on a l'impression de redémarrer à zéro. C'est-à-dire qu'il faut tout réexpliquer à l'occasion de changements de personnes notamment, qui nous sommes, où nous allons, d'où nous venons, alors que chez vous, effectivement, l'expérience que nous avons montre que cela va très vite. À partir du moment où vous avez identifié vos clients ou vos partenaires, eh bien, les discussions n'ont pas besoin d'être refaites à chaque fois. Et ça, c'est très appréciable. Et donc, ça nous amène à, aujourd'hui, appuyer sur des boutons verts d'un certain nombre de projets que nous avons dans les pipes et que nous savons pouvoir réaliser en toute confiance, sans même en parler à nos banques, parce que nous savons très bien que BPI nous accompagnera, soit directement, soit indirectement, à travers effectivement votre présence. Nous savons que les autres banquiers suivent allègrement. On a monté un très gros dossier en région parisienne il y a 2 ans, sur un investissement de 8 millions. On n'a eu aucune difficulté à avoir 4 millions de nos banquiers parce qu'effectivement, vous étiez à côté. Donc tout ceci, ça fait partie d'une musique que le chef d'entreprise que je suis, eh bien, sait reconnaître. Et donc la conclusion surtout de cela, pour moi, c'est la mise en confiance. En d'autres termes, je sens encore plus de chaleur dans la réalisation de mes projets futurs par la présence d'une institution comme la vôtre. Voilà. Merci beaucoup, Alain. Alors, très particulièrement, nous finançons l'export. Et nous le faisons avec ces prêts-là, les prêts de développement. Donc toujours 7 ans, 2 ans de différé de remboursement, pas de prix de garantie. Voilà nos objectifs. Nous avons fait 111 millions en 2013. On veut passer à 250 millions d'euros de prêts à l'export pour financer, encore une fois, les démarches à l'exportation de nos entreprises. C'est évidemment la mer des batailles, si je puis dire, en 2014, compte tenu de ce qu'on sait du niveau de notre déficit commercial. Alors là, également, et c'est là qu'intervient le partenariat absolument majeur avec Ubifrance. On me dit que ma cravate n'est pas droite. Alors, voilà. Elle est droite. Merci. Le partenariat avec Ubifrance, il est absolument majeur pour cette raison-là. C'est qu'on a 40 personnes qui nous viennent d'Ubifrance et qu'on emmène dans notre culture du démarchage. Donc les 75 000 entreprises, là, et alors évidemment, il n'y a pas 40 personnes qui vont avoir 75 000 entreprises, mais on leur a donné 1000 entreprises à voir, qui sont des entreprises qui font 5-10% de chiffre d'affaires à l'export, alors qu'elles pourraient faire 40%. Et celles-là, on les coach, et on les coach pendant 6 mois. Alors, un petit témoignage, là, de monsieur Laurent Denisot, qui donc dirige la société Egidium Technologies, qui est une société que nous avons emmenée avec une délégation d'entrepreneurs à Pékin, avec Ubifrance, pour faire un pitch français sur un certain nombre de PME, dont la vôtre, devant des Chinois. Alors, tout ça s'organise entre BPI France et Ubifrance. Et à l'issue du pitch, il y a des entrepreneurs qui convainquent les Chinois, au point que, parfois, les Chinois achètent immédiatement. Donc, je vous laisse maintenant raconter ce que les Chinois vous ont acheté. Oui, je vais même vous faire une confidence, puisque les Chinois étaient davantage convaincus que moi-même dans la conclusion d'un contrat que nous venons de signer à la fin de l'année dernière pour la mise en place d'un système et d'une solution de protection pour la cité interdite à Pékin. Donc l'aventure a effectivement commencé 18 mois auparavant avec vous et... D'accord, bon, j'ai essayé d'être plus rapide. Donc, après ces échanges et la conclusion de ce contrat, nous démarrons nos projets. Et il est vrai que
le soutien de BPI France est bien au-delà des aspects financiers, puisque l'accompagnement, la marque France et l'accompagnement des équipes sur place nous permettent de donner la confiance à nos premiers clients pour un marché qu'Egidium, qui est une jeune société française qui intervient dans le domaine des technologies, vient de conclure pour son premier contrat à l'international. Donc, si j'ai un conseil à donner à mes confrères et à d'autres entrepreneurs, c'est n'ayez pas peur, allez-y, et puis téléphonez à BPI France pour vous accompagner. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Nous avons fait ce choix qui est de vous présenter des entrepreneurs et des produits, non pas tellement pour que on soit dans un exercice d'autosatisfaction, hein, c'est pour que vous compreniez ce qu'on fait. Parce que les banques, en général, on ne sait pas toujours très bien comment ça fonctionne. Donc là, le témoignage, c'est, voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un prêt de développement à l'export, on emmène un entrepreneur, on lui présente avec UbiFrance des acheteurs potentiels, on l'accompagne, et on va continuer de l'accompagner. Hein, voilà. Alors, le financement d'innovation, voilà, métier très important pour nous, puisque nous sommes le grand financeur de l'innovation française, évidemment, au travers de nos fonds de capital risque direct, le financement des fonds de la place, de la gestion française, qui sont des fonds privés, par notre activité fonds de fonds, et puis les subventions, les avances remboursables, les aides à l'innovation. Nous sommes le grand opérateur, hein, de distribution de cet argent public auprès des PME et des ETI françaises. Voilà les volumes. Donc en 2013, 750 millions d'euros à peu près, hein, de distribuer, là, de cash distribué à des entreprises. Hein. Donc c'est pas des fonds d'investissement, là, c'est de l'argent donné ou prêté, c'est des avances remboursables, des prêts à taux zéro et des subventions sèches sur plusieurs années données aux entreprises. Notre objectif en 2014, parce que en particulier le programme des investissements d'avenir nous donne des enveloppes supplémentaires, c'est d'aller à 1 milliard. Donc très très forte croissance, hein, de 30%. Comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça avec nos équipes de délégués à l'innovation et de professionnels de l'innovation, hein, qui sont dans les directions régionales de BPI France, qui ne sont pas des banquiers, qui sont des gens qui ont un DESS de biologie, de sciences, de mécanique, voilà. Hein. Donc c'est des scientifiques qui travaillent avec les entreprises innovantes, évaluent leurs projets, décident si oui ou non on peut leur accorder telle ou telle subvention. Je simplifie, mais c'est fondamentalement comme ça que ça marche. Alors, nous avons un autre métier, qui est le métier d'investissement en fonds propres dans les grandes entreprises et les ETI. C'est ce qui s'appelait le FSI. En fait, le FSI existe toujours, évidemment. Hein. Il est simplement maintenant une des 6 divisions de BPI France. C'est la division ETI et grandes entreprises de BPI France. Voilà ici les logos des entreprises dans lesquelles nous avons investi cette année. Vous voyez que nous avons fait de belles opérations. Hein. Nous avons investi 150 millions d'euros dans CMA CGM. Nous avons investi 50 millions d'euros de plus, c'est-à-dire un total de 150 dans Paprec, recyclage. Nous sommes rentrés au capital de Talend, cette très belle société de big data française pour partie implantée en Californie. Nous avons fait une belle opération sur Constellium. Nous sommes montés au capital de Nexens. Nous avons contribué au redressement de la société Clestra. Nous avons pris du capital dans Technicolor, une société cotée bien connue, et nous sommes entrés au capital de Naturex. Tout ça pour 368 millions d'euros. Donc d'investissement en 2013. Beaucoup moins qu'en 2012. Pourquoi? Parce qu'en 2012, il y a eu un très gros ticket, qui est l'investissement dans Eramet pour 700 millions d'euros. En 2014, nous souhaiterions faire plus d'1 milliard d'euros d'investissement. Et ça suppose à nouveau qu'on fasse au moins une très grosse opération, c'est-à-dire grosso modo 300 dans des ETI françaises ou des sociétés françaises cotées, 300 ou 400, et 600 ou 700 dans une opération majeure qui peut parfaitement ne pas arriver. Hein. Donc là, on est dans une hypothèse budgétaire, un objectif. Ça peut être beaucoup plus aussi. Il peut tout à fait se faire qu'il y ait une énorme opération sur laquelle on soit amené à se positionner pour 1 milliard ou 2 milliards d'euros. C'est possible. Hein. Ça fait partie de notre métier. Nous avons procédé également à des sessions, mais je passe sur les commentaires. Alors, un témoignage là aussi, qu'est-ce que ça veut dire que d'être patron d'une société qui est soutenue par la division ETI et grandes entreprises de BPI France? Là, nous avons choisi Viadeo avec Dan Serfati. Viadeo, bien connu, concurrent de LinkedIn. De qui Voilà. Mais
très au-dessus de LinkedIn. Ah, merci. C'est mieux comme ça. Merci Nicolas. Bon, dur d'être rapide et court pour exprimer la reconnaissance qu'on a vis-à-vis de BPI, parce que c'est top à plein de niveaux. L'argent, bien sûr. Et nous, on a commencé avec l'Envar à l'époque. On n'y aurait pas eu de Viadeo sans l'Envar. On a eu un prêt de 800 000 euros et on l'a remboursé d'ailleurs. On était très fiers. Et on a eu, en 2012, un des plus gros tours de table européens, 25 millions d'euros, où la BPI a participé, BPI France a participé à hauteur de quasiment 50%. Donc le financement, l'image, moi j'en étais même surpris. Notre crédibilité, le sérieux que ça donne, et pas seulement en France, étonnamment, je voyage beaucoup, le fait d'avoir BPI France au capital, ça me rappelle, j'ai très honte maintenant quand j'en parle, quand je suis sorti d'HEC, j'avais 21 ans, j'ai créé ma première boîte, j'ai mis HEC sur ma carte de visite, parce que je ne savais pas quoi dire d'autre. Bah, aujourd'hui, j'aurais presque envie de mettre financé par BPI France, quoi. Ça marche. Alors, je l'ai pas fait, mais ça marche. Et puis troisièmement, l'accompagnement au quotidien. Alors ça, c'est le Graal de tous les entrepreneurs et c'est le pipeau de tous les investisseurs, très clairement. Hein. Et avec BPI France, franchement, on l'a vécu. On a eu une réunion avec Nicolas, Patrice, on bosse régulièrement ensemble, Jean Dartuy évidemment et ses équipes qui sont avec nous. Pour vous donner un exemple très concret, Jean il est avec nous en ce moment en réunion marketing pour étudier la plateforme de marque de Viadeo, compte tenu de son passé en tant que directeur M6, etc. Donc c'est vraiment dans l'opérationnel qu'on les a. Voilà, j'ai été rapide, je vais juste en profiter pour finir avec un message qui me tient à cœur, c'est qu'en France, on peut créer des boîtes. Et j'arrête pas de le dire, j'arrête pas de le répéter aux étudiants qui viennent me voir en conférence. C'est facile de créer des boîtes en France. On a tout ce qu'il faut. On a des ingénieurs, et je parle dans la technologie en tout cas, on a des ingénieurs qui sont top, pas seulement en maths. On a du financement. Et là, la BPI, évidemment, essentielle là où elle vient se situer. On a des grandes entreprises, elles sont clés. J'ai habité à San Francisco, j'habite en ce moment entre Pékin et Paris, donc je sais ce que c'est que les places où ça va vite. On a vraiment tous les ingrédients en France. Ce qui manque, c'est cette sauce qui fait que tout ça prend. On a les ingrédients, on n'a pas la sauce. Moi, j'ai l'impression que la manière dont BPI France est organisée aujourd'hui, son positionnement, l'amplitude de ses interventions, fait que ça peut être notre Robuchon de l'entrepreneuriat français. Voilà, merci. Alors, on continue à décliner les métiers. Il y a un métier qui est de faire des beaucoup plus petits tickets en direct. Ça, c'est avec nos propres fonds d'investissement, nos équipes, celles qui sont dans ce bâtiment, dans les PME françaises. Il ne s'agit pas là de capital risque. Hein. Il s'agit des PME, on va dire, matures, dans des secteurs qui ne sont pas forcément des secteurs hyper technologiques. Hein. Alors, vous avez les chiffres, là. En 2013, nous avons fait 121 millions d'euros d'investissement dans 91 entreprises. Objectif 2014, 170 millions d'euros dans 120 entreprises. Voilà. Et donc, revenir un peu à un niveau qui a été un niveau historiquement extrêmement élevé, celui de l'année 2012, avec un petit déclin en 2013, notamment en début d'année 2013, où, honnêtement, plus personne ne voulait ouvrir son capital dans les mois de décembre 2012, janvier, février, mars, avril 2013. Hein. Ça s'est décoincé en avril-mai, à peu près à ce moment-là, et là les dossiers ont commencé à revenir. Hein. Mais il y a eu un moment, dont d'ailleurs il faut considérer qu'il a été fondamentalement psychologique, hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment de mélancolie entrepreneuriale française terrible dans ces mois-là. Là je me tourne vers nos partenaires fonds d'investissement qui sont dans la salle, tout le monde a vécu la même chose. Hein. Le pays s'est mis à l'arrêt, a posé le sac. Bon. Et maintenant c'est reparti, et nous avons pas mal de dossiers, nous démarrons l'année 2014, un peu comme un coup de fusil, plus rapidement que ce que nous pensions dans l'exécution de notre budget. Là aussi, nous sommes banque de place. Nous ne faisons rien seul. C'est-à-dire qu'on est toujours en co-investissement avec des fonds privés. Hein. On n'est absolument pas là pour aller capter des parts de marché considérables. On est là pour exercer un effet d'entraînement. Alors, un témoignage, là aussi, d'une très belle entreprise. Donc, c'était IDEO, de David Couillando, qui est un investissement qu'on a fait qu'on a fait en avril 2012. Oui, c'est ça, mais en avril 2013. 2013, oui, c'est ça. Il y a une erreur sur le slide. On vient de le faire, cet investissement. Allez-y. David. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je vais essayer de vous décrire un petit peu le contexte de cette intervention de BPI France.
Alors, comment ça marche? D'abord, d'où nous venons? Je suis la deuxième génération dans une entreprise familiale. Donc, mon papa a créé l'entreprise. Nous avons toujours été les seuls actionnaires de la PME familiale, une cinquantaine de personnes. Quand j'y suis rentré au début des années 2000, on s'est inscrit dans une stratégie de croissance externe notamment. On a toujours fait ce financement-là par de la dette senior, classique, avec des partenaires bancaires. Et il y a eu une formidable opportunité qui s'est présentée fin 2012, qui était un doublement à peu près de notre structure. Nous avions atteint 125 personnes, un chiffre d'affaires annuel de 18 millions d'euros, et nous avions une cible qui représentait à elle seule 160 personnes et 32 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Il y avait une stratégie derrière cela, un intérêt, des synergies. La difficulté, c'était bien entendu le financement, c'était une difficulté qui m'appartenait. Industriellement, le projet avait du sens. Et donc, il fallait trouver une méthode, une manière d'effectuer cette opération. Et il fallait convaincre la famille de faire rentrer au capital un partenaire, un colocataire dans le capital de l'entreprise, et un partenaire qui ne soit pas simplement un partenaire financier, qui soit un partenaire de confiance. Et là, les interlocuteurs de FSI Région à l'époque, à Bordeaux, donc Romain Fourcade notamment, et puis le responsable local Bruno Huclin, ont parfaitement joué leur rôle, m'ont rassuré, ont rassuré l'ensemble des actionnaires, l'ensemble de la famille, l'ensemble des managers sur leur état d'esprit, leur volonté, ont été extrêmement moteurs également vis-à-vis des autres partenaires financiers, les partenaires privés. Donc je tiens à souligner tout d'abord l'excellent accueil humain, et c'est ça qui a été la clé de notre collaboration et de ce projet. Donc un accueil humain extrêmement volontaire, extrêmement proche, extrêmement simple. Voilà, donc la clé de cette collaboration. Et puis donc un soutien permanent au-delà de la participation en capital, en fonds propres, donc dans notre opération, un contrat de développement participatif, quelques prêts complémentaires aux EO, le fait d'avoir des interlocuteurs, un seul ou deux interlocuteurs en région simplifie énormément les choses, un panel de produits qui nous est présenté, et donc un effet, encore une fois, au-delà de l'intervention, au-delà du ticket que représente l'entrée au capital de BPI France, le côté entraînant vis-à-vis de tous les partenaires de l'entreprise. Voilà, ça c'est un élément clé dans la réussite de notre projet. Merci beaucoup, monsieur. Capital risque, encore un métier fondamental. Là, ce sont bien nos fonds à nous. Nous finançons des fonds privés. Certains sont présents dans la salle ici aujourd'hui. Merci d'être venus. Et puis, nous avons nos propres fonds, avec nos fonds propres ou des sous qui nous sont confiés en gestion par l'État, c'est-à-dire le programme des investissements d'avenir. Alors là, nous avons investi 111 millions d'euros en 2013 dans 35 entreprises. En 2014, nous souhaitons faire... bon, c'est un budget qui est un peu précis, parce que vous imaginez bien que dans le capital investissement, ça peut être 150, comme ça peut être 108. Bon, on l'a mis là, par des effets multiplicateurs. Donc, on voudrait faire en réalité 40 opérations. Voilà. Pour à peu près 117 millions d'euros, qui tiennent compte aussi des réinvestissements que nous faisons dans certaines entreprises. Voilà des noms d'entreprises investies en 2013. Il y a WeThings, dans laquelle on a mis 11 millions d'euros, qui est la société bien connue maintenant, un peu iconique des objets connectés. Lucibel, qui est un leader de la LED et qui est un grand consolidateur européen potentiel, on a mis 7 millions d'euros. Netatmo, qui est aussi un leader des objets connectés dans le monde de la maison, on a mis de mémoire 4 millions d'euros, si je me souviens bien. MedTech, qui est une entreprise de, comme elle le dit bien, de technologie médicale. Et Sigfox, qui est une des stars françaises des réseaux, 4G en particulier, que nous sommes en train de financer. Alors le grand moment de l'année, ça a été la création de ce fonds Large Venture, ça vous le savez, de 500 millions d'euros, qui permet de faire ce qui n'était pas possible en France jusqu'ici, c'est-à-dire des tickets très élevés dans des boîtes dont le chiffre d'affaires est inférieur au ticket. Dans des sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur au ticket. Donc elle fait 10 millions d'euros, on va mettre 15 millions d'euros de capital. Et donc c'est très risqué, mais c'est absolument indispensable si vous voulez donner à l'entreprise la chance d'être mondiale. Sinon, c'est même pas la peine de tenter le coup. Alors là, nous avons un témoignage d'une merveilleuse entreprise qui s'appelle DBV Technologies, qui développe un produit anti-allergie aux cacahuètes.
Alors, il y a beaucoup de gens qui sont allergiques aux cacahuètes. Et il se trouve que ce produit-là, il marche. Et donc, DBV est en train de connaître une aventure mondiale exceptionnelle. Venez. Exceptionnelle. Regardez, ils ont levé 110 millions d'euros depuis leur création, dont plus de 20 millions d'euros auprès de BPI France. Bonjour. Bonjour et merci. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui. DBV, en effet, est une société relativement unique puisque nous sommes les seuls dans le monde à développer un traitement pour les allergies sévères. En particulier, parmi les allergies, en effet, l'allergie à la cacahuète. C'est une allergie mortelle et tous les ans, il y a des gens malheureusement, et en particulier des enfants qui meurent de cette allergie. Personnellement, je suis pédiatre à la base et il y a 11 ans, lorsque j'ai fondé cette société, eh bien, je l'ai fondée dans mon cabinet, entre deux patients. Je recevais la première personne que je voyais à l'époque de BPI, qui était à l'époque Lanvar, qui m'a expliqué que avec l'idée qu'on avait, qui était d'un nouveau traitement pour l'allergie, les allergies sévères, eh bien, il fallait qu'on crée notre société. Pour moi, c'était un gros mot. Et on peut dire vraiment qu'elle m'a pris la main et qu'elle m'a fait passer les premières étapes. Et par la suite, dans toute l'histoire de DBV, 11 ans, c'est relativement long. Eh bien, à tous les moments, on a eu affaire à BPI sous toutes ses formes, je dirais. Les fonds d'amorçage avec Cap Décisif et Créagro. Puis, nous avions affaire à Lanvar, Oseo, sous différentes formes de prêts ou de subventions. Et plus récemment, lors de l'introduction en bourse, Inobio nous a accompagnés. C'est aujourd'hui un des actionnaires de référence de la société. Puis le FSI qui est intervenu au moment de l'introduction en bourse. Et nous poursuivons avec plus récemment un programme EASY très ambitieux, qui est un programme de prévention de l'asthme chez l'enfant. Voilà, donc une expérience qui, je crois, n'aurait pas pu être menée sans ce concours à tous les niveaux, à tous les moments de BPI France, que je profite pour remercier. Alors, Inobio, c'est notre fonds biotech, qui est un fonds partagé avec Sanofi, Roche, Merck et d'autres industriels. Et le programme EASY, tout le monde ne sait pas ce que c'est des grands programmes subventionnels, donc des dotations budgétaires du ministère de l'Industrie et de la Recherche qui nous sont accordées en mandat et que nous gérons et distribuons auprès de PME françaises. Alors, une autre activité, on est presque au bout, je vous rassure, qui est l'activité fonds de fonds. Donc là, on finance la gestion française. C'est l'historique de l'activité que la Caisse des dépôts a lancée en 1994, ça va faire 20 ans. Et cette activité fonds de fonds, elle consiste pour nous à injecter des fonds, de l'argent, dans des fonds privés gérés par des sociétés de gestion privées, des équipes de gestion privées, à peu près 1500 professionnels de l'investissement qui gèrent au fond nos sous. Donc ce ne sont plus nos salariés, c'est la profession française. On a injecté en 2013 444 millions. Et ce 444 millions, il faut multiplier par 4,5 pour que ça vous dise exactement quel est le volume global d'argent qui est mis à la disposition des entreprises françaises, puisque nous sommes toujours minoritaires dans ces fonds. Il y a toujours une contrepartie privée. Quand on met en moyenne, on va le voir d'ailleurs, avec Serena, on met en moyenne 20%. Donc il faut trouver 80% de contrepartie privée. Et on les trouve, les bonnes équipes en France, et retenez bien ce message-là, les bonnes équipes en France trouvent de l'argent. Alors en 2014, comme il y a beaucoup de bonnes équipes, eh bien, on va monter à 560 millions d'euros d'injection, multiplié par 4,5, ça vous dit combien de milliards d'euros vont entrer dans la gestion française en gestion, et qui ensuite sont, dans les années qui viennent, 3, 4, 5 ans, investis dans les PME françaises. Voilà. Donc une grosse année 2013 et une très grosse année en prévision 2014, avec des capitaux de plus en plus importants pour nous à gérer, puisque, là encore, le programme Investissement d'avenir nous donne des moyens supplémentaires. Nous finançons 261 fonds. Et ces 261 fonds ont eux-mêmes, au total, 2800 entreprises en portefeuille.
Voilà les chiffres importants qu'il faut retenir. Alors, un témoignage, Xavier L'Orphelin de Serena. On a choisi Serena, pourquoi? Parce que cette année, on réinjecte des fonds chez vous. Hein, vous avez passé l'examen du comité d'investissement des fonds de fonds, d'une part, et d'autre part parce que c'est un fonds d'entrepreneurs. Et nous aimons beaucoup les fonds d'entrepreneurs. D'ailleurs, il y en a d'autres dans la salle. Voilà, merci. Effectivement, donc, Xavier L'Orphelin, je suis un des 3 associés fondateurs de Serena Capital, qui est un fonds d'investissement. Et comme le disait Nicolas, nous avons tous les 3 la particularité d'avoir été des entrepreneurs en France et aux États-Unis avant de faire ce métier de l'investissement. Et nous partageons aussi une passion commune avec la BPI et Nicolas, c'est celle de l'entrepreneuriat. Donc quand nous avons démarré Serena Capital en 2008, grâce au soutien de la BPI, on a voulu se positionner sur la phase d'hypercroissance d'une PME innovante ou d'une start-up, c'est-à-dire comment aider un entrepreneur à passer de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, à multiplier par 5 ses effectifs, c'est-à-dire de passer de 50 salariés à 250 salariés. En un mot, comment l'aider à transformer sa PME en une véritable TI. Et pour ça, en fait, il y a 2 problématiques à résoudre à nos yeux. La première, c'est une problématique de financement, parce que pour pouvoir faire plus de 50% de croissance de son chiffre d'affaires par an, et c'est ce qu'on fait sur notre portefeuille, il faut du carburant dans le moteur. Et Serena Capital, on va apporter entre 3 et 10 millions d'euros. Et puis surtout, il y a une problématique d'exécution, et c'est celle-là la vraie problématique. Et au moment où on investit dans une société, on va aider l'entrepreneur à mettre en place, à se structurer, mettre en place l'organisation pour pouvoir absorber, digérer cette croissance. Recruter le middle management qui va lui permettre de passer de 50, encore une fois, à 250 personnes. Mettre en place les bons process au niveau du produit, au niveau commercial, au niveau marketing, au niveau de la finance, qui vont lui permettre de passer, encore une fois, de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et une fois que cette phase de structuration est faite, on va l'aider à accélérer son développement commercial. En France, mais aussi à l'international, notamment aux États-Unis, où on a déjà eu des expériences nous-mêmes d'entrepreneurs. Donc c'est sur cette base en fait qu'on a eu le soutien de la BPI initialement en 2008, lorsqu'on a lancé le premier fonds Serena Capital. Et ce soutien, on l'a eu de manière continue depuis 5 ans. Tout d'abord, lorsqu'on a lancé Serena en 2008, la BPI a été le premier à nous soutenir, et ça c'est important, parce qu'ensuite ils ont eu un rôle de catalyseur. C'est ce que disait Nicolas tout à l'heure. La BPI, ils ont investi 20% de notre fonds, on a été capable de chercher 80%, 80 millions d'euros sur ce premier fonds, auprès d'investisseurs privés institutionnels. Et sur le fonds 2, qu'on vient de lancer, avec un premier closing à 100 millions d'euros, à nouveau la BPI, et en particulier l'équipe fonds de fonds avec Daniel Belmis, a joué ce rôle de catalyseur et d'accélérateur. Et donc, grâce à ces fonds levés, ce qu'on peut voir au global, c'est que le bilan de Serena, c'est qu'on a financé une quinzaine de sociétés, qui certaines sont devenues des leaders. Je peux évoquer comme nom La Fourchette, première plateforme de réservation en ligne sur les restaurants, ou bien Melty, qui est le premier site en France d'information sur les 18-30 ans, avec plus de 20 millions de visiteurs, qui est en train de démarrer très fort à l'international, ou encore Aramis, qui est une société qu'on a financée avec un autre fonds de la place, et qui a vendu l'année dernière plus de 30 000 voitures sur Internet. Donc c'est assez colossal. Et juste 2 chiffres à retenir, peut-être, sur l'action que l'on a auprès de nos sociétés. Sur ces 15 sociétés qu'on a financées, on a été capable, ou nos entrepreneurs ont été capables, de générer plus de 250 millions de chiffres d'affaires additionnels sur 15 sociétés. Et elles ont été capables de recruter plus de 500 personnes, excusez-moi, c'est-à-dire d'augmenter leurs effectifs de plus de 50%. Voilà, donc c'est ça l'action que l'on a, nous, fonds d'investissement. Cette action, on est capable de l'avoir grâce au soutien de la BPI. Et pour conclure, juste par rapport à ce que disait Dan tout à l'heure sur le fait qu'en France, on est capable de financer des startups, évidemment, on est capable de les financer, mais nous, on pense qu'on a tous les atouts aussi pour faire émerger des champions, notamment dans le domaine du numérique. Merci. Par parenthèse, on mesure chaque année, et c'est publié dans nos études que vous recevez ou allez recevoir, la création d'emplois engendrée par les sociétés financées directement ou indirectement par nos activités de capital risque et capital développement. C'est à peu près 12 à 13 000 emplois nets par an créés. Voilà. Donc ça ne résout pas le problème du chômage en France, on est bien d'accord, mais c'est quand même significatif, puisque on crée, ensuite par effet multiplicateur et d'entraînement, les leaders de France 2030 qui, eux, créeront beaucoup d'emplois. Voilà. C'est comme ça qu'il faut penser les choses. Nous sommes un gigantesque incubateur de France 2030.
Voilà nos métiers. Alors, j'aurais pu vous présenter le comité exécutif, je ne vais pas le faire. Vous imaginez bien qu'il existe. Il est au 2e rang ici. Chaque membre du comité exécutif est responsable de l'un des métiers que je vous ai présentés. Au moins, c'est simple. Hein. Donc, l'organisation, c'est une organisation qui est par produit, et étant entendu que nous avons 22 directeurs régionaux qui vendent toute la gamme de produits en interlocuteur unique. Voilà notre activité, nos objectifs stratégiques, le budget 2014 en ambition. Alors maintenant, je vais passer la parole pour un moment quantitatif où il va falloir que vous soyez attentifs si vous le souhaitez, qui est le moment du directeur financier de la banque, puisque nous présentons nos résultats, et donc qui va vous parler en cours, bilan, solvabilité, ratio de gestion et coût du risque. Bien, bonjour à tous. Je vais essayer de faire court sur le moment quantitatif avec une telle introduction. Alors la première chose, c'est les encours. On a parlé de l'activité. Évidemment, cette activité, elle s'accumule dans notre bilan et c'est ça qui va générer à la fois nos revenus et nos risques. Donc, notre encours aujourd'hui, 46 milliards d'euros. On a au total, depuis notre bilan, injecté aujourd'hui dans les entreprises françaises 46,2 milliards d'euros pour être précis. Pour être complètement précis, s'agissant de la garantie, c'est du risque qu'on prend aux banques. Donc c'est 12 milliards d'euros en l'occurrence de risque sur notre bilan, correspondant à 25 milliards d'euros, grosso modo, de crédits bénéficiant de notre garantie. 46 milliards d'euros, 6% de progression, 6 métiers, fondamentalement 3 grandes catégories de métiers. La garantie, ça va générer des commissions de garantie, c'est stable, grosso modo 12 milliards d'euros cette année. Le cofinancement, très forte croissance, 20% de croissance pour un bilan. Là, ce n'est pas la croissance de l'activité cette année, c'est la croissance de l'ensemble de nos encours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'activité grossit vite, et ça veut dire qu'en même temps, on prête de plus en plus long. C'est là que les entreprises nous attendent, c'est là qu'on est à plus forte valeur ajoutée. On prête de plus en plus long, 20% de croissance cette année, 20 milliards d'euros de crédit. Le crédit, ça génère une marge nette d'intérêt du produit net bancaire, ça génère aussi des risques qui viennent en dessous de ce PNB. Ensuite, sur l'investissement, 2 catégories. L'investissement direct, on investit en actions dans les entreprises directement. Ça, c'est en légère baisse cette année, Nicolas Dufourcq l'a dit tout à l'heure. On a beaucoup désinvesti, on a fait 1 milliard de cessions cette année avec des belles plus-values. Ça ne compense pas complètement l'ensemble de ce qui a été investi. Donc on passe, comme vous le voyez, de 13,4 à 12,8 milliards d'euros d'investissement dans les entreprises françaises. Ces investissements, ils vont générer des variations de valeur qu'on va, quand on investit à travers des fonds, enregistrés dans notre PNB. Quand on vend, ça peut générer des plus-values, ça peut générer des moins-values, ça vient aussi dans notre produit net bancaire. On va toucher des dividendes. Et enfin, le cas échéant, quand on n'est pas investisseur à travers des fonds, on peut avoir à passer des dépréciations. La somme de tout ça, ça fait les revenus issus de l'investissement. Ce sont les mêmes catégories de revenus pour le fonds de fonds. Le fonds de fonds, forte progression aussi. On passe de 1,1 à 1,3 milliard d'euros qui sont aujourd'hui investis par les fonds dont nous sommes souscripteurs. 20% de progression également. Voilà, tout ça, ça fait nos risques, ça fait nos revenus. Nos revenus, cette année, 873 millions d'euros. C'est l'année 1 de BPI France. On génère 873 millions d'euros de revenus. Ça va progresser dans les années qui viennent, d'environ 100 millions d'euros par an normalement. 2 catégories, celle du haut, garantie et financement, les activités bancaires. On est grosso modo à 475 millions d'euros de PNB pour la somme des deux. 85 millions d'euros de commission de garantie, 391 millions d'euros de marge nette d'intérêt pour les activités bancaires. Et ensuite, on a 400 millions d'euros, si on fait la somme de tout ce qui reste de produits positifs de l'activité d'investissement, qui se décomposent en des produits de cession. On fait 388 millions d'euros de plus-value cette année sur 1 milliard de cessions, donc une belle année en termes de plus-value. On touche des revenus, des dividendes, des intérêts. Ça, c'est assez stable dans le temps. Ça représente, comme vous le voyez, 274 millions d'euros cette année. Et on passe, cette année, on prend des risques aussi. De temps en temps, ces risques qui se matérialisent. On passe 265 millions d'euros sur un portefeuille de 14 milliards, 265 millions d'euros de dépréciation cette année. Voilà. L'autre angle important, le pendant des dépréciations en investissement, c'est pour les activités de prêteurs, le coût du risque. C'est fondamental. Il y a beaucoup de chiffres sur ce slide. Pourquoi il y a beaucoup de chiffres? Parce que si on veut continuer à prendre des risques, et c'est notre métier, ces risques, il faut qu'on les mesure et il faut qu'on les gère dans le temps. S'ils dérapent, on ne sera plus capable de continuer à prendre des risques, à accompagner nos clients, à accompagner nos participations. Donc ça se mesure, ça se gère, et vous voyez le point important, les entrées en contentieux sur la gauche augmentent, 160 millions d'euros cette année, mais elles augmentent à proportion de notre encours. L'encours augmente de 20%, les entrées en contentieux, grosso modo, augmentent de 20%, et donc en proportion de l'encours, 0,2%. On perd
chaque année sur 100 de crédit, 0,2, donc 20 centimes de risque. Donc 0,2% de coût de risque, stable par rapport à l'an passé. C'est fondamental pour notre équilibre. Ça veut dire que les choses se passent bien et sont stables en termes de sinistralité chez nos clients. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on baisse la garde, évidemment. On a un montant total, ce que vous voyez sur la droite, de provision qui représente 700 millions d'euros, presque 5% il y a 4 ans, 3,6% aujourd'hui de nos encours. Voilà. Sur ces 700 millions d'euros, ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'on a 400 millions d'euros de provisions qu'on appelle provisions collectives. Ce sont des provisions qu'on passe aujourd'hui, qu'on a passées par le passé, qui couvrent nos risques futurs. Donc on a 400 millions d'euros provisionnés d'ores et déjà pour couvrir d'éventuelles pertes demain. C'est ce qui fait qu'on est solide, c'est ce qui fait qu'on est inaltérable, c'est ce qui fait qu'on peut continuer à prêter sereinement. On prend, vous voyez, 39 millions d'euros en chiffre de coût du risque comptable. On perd comptablement 39 millions d'euros cette année. On a déjà 400 millions d'euros, 10 fois ça, pour couvrir ce qu'on pourrait perdre demain. Donc c'est grâce à ça qu'on est solide et qu'on peut continuer à prêter quoi qu'il arrive. Voilà, en tout un compte de résultat, donc 873 millions d'euros de PNB, je l'ai déjà dit. Évidemment des charges d'exploitation, 390 millions d'euros, stable, conforme à notre budget, plus exactement même conforme au budget de l'ensemble des entreprises qui avaient été votées avant qu'on décide de créer BPI France, fin 2012. Donc stabilité, respect des budgets. 390 millions d'euros, hein, vous voyez, c'est moins de 50% c'est moins de 50% de nos revenus et c'est moins de 1% de nos encours clients. C'est moins de 1% de l'ensemble de ce qu'on a aujourd'hui exposé dans les entreprises françaises. Coût du risque, on en a parlé. Il faut rajouter un peu de coût du risque investissement pour des raisons comptables. Tout ça, ça nous fait un résultat d'exploitation qui est de 423 millions d'euros. Donc la moitié en résultat d'exploitation de nos revenus. En dessous de ça, pour avoir un résultat net, il faut enlever la dotation à la provision collective dont j'ai parlé tout à l'heure, 30 millions d'euros cette année pour suivre la progression de nos encours. Il faut rajouter les résultats des sociétés qu'on met en équivalence. On a 9 sociétés dans notre activité d'investissement dans lesquelles on a une très forte influence, où on est très présent au capital, qu'on consolide directement. Ça ne fait pas du résultat, ça vient en dessous. Aujourd'hui, en 2013, ces sociétés, elles contribuent à hauteur de moins 80 millions d'euros au résultat de la société. Et enfin, on a des impôts, on a des taxes. Tout ça pour un résultat net année 1 de BPI France sur l'ensemble de l'année. Hein. On a fait comme si on était BPI France toute l'année, même si on a été créé mi-2013. Là, c'est le résultat recomposé comme si on avait existé toute l'année. 145 millions d'euros, c'est un résultat intermédiaire. Encore une fois, c'est un résultat d'année 1 qui va progresser dans les années qui viennent, on va le voir. L'autre chose, après le résultat, c'est le bilan. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'on n'est pas, on est une banque, on est régulé comme une banque, on est géré comme une banque. On n'a pas un bilan de banque au sens classique du terme. La première chose, on en a parlé tout à l'heure, c'est le poids des encours d'investissement. 14 milliards d'euros d'exposition actions sur des entreprises françaises cotées, non cotées. Il n'y a aucune autre banque qui a presque un tiers de son bilan en actions dans des sociétés. C'est la seule banque qui a ça. Le pendant de ça, on le voit au passif, c'est le poids des fonds propres. 21 milliards de fonds propres sur 51 milliards de bilan. On a plus d'un tiers de notre passif qui est en fonds propres, donc des ressources solides, stables dans le temps. L'autre spécificité au passif de la banque, c'est les ressources court terme, moyen terme, long terme. On est un partenaire des banques, on n'est pas un concurrent des banques, donc on ne va pas chercher de dépôt dans les entreprises, c'est une activité qu'on laisse à nos partenaires bancaires, et donc on refinance l'ensemble de nos expositions de crédit. Donc on va chercher de l'argent sur les marchés, on se refinance en gros à un taux donné, et on redistribue en pluie fine, si je puis dire, à l'ensemble des entreprises. Cette année, on a émis 3,8 milliards d'euros d'obligations à long terme, avec des taux records par rapport aux années passées, dans un contexte de marché très favorable, mais dans un contexte de marché dont on a complètement profité du début à la fin de l'année, sur des maturités allant de 2 ans à 14 ans, donc y compris sur du très long terme. Ce bilan, ça résulte dans une mesure qui est fondamentale aujourd'hui, que toutes les banques suivent de très près, qui est le ratio de solvabilité. Le ratio de solvabilité, c'est le rapport entre nos fonds propres réglementaires, donc il y a quelques retraitements à faire pour arriver aux vrais fonds propres réglementaires tels que calculés dans un ratio de solvabilité, ce que vous voyez en haut à droite, 13 milliards d'euros, et nos emplois pondérés par les risques. Donc on prend l'ensemble de nos encours clients tels qu'on les a vus tout à l'heure, on regarde catégorie par catégorie quel type de risque c'est, est-ce que c'est très intense, pas très intense, plus c'est intense, plus ça pèse lourd, et ensuite on fait le rapport entre nos capitaux propres réglementaires et l'ensemble de ces encours. Aujourd'hui en ratio Core Tier 1, dans le jargon officiel, donc le ratio que tout le monde regarde, celui des fonds propres durs sur l'ensemble des encours pondérés, on est à 29% environ, on est encore en train de le calculer, c'est la première fois qu'on le calcule pour être clair, puisqu'on a été créé en juillet. Donc la première déclaration, comme c'est semestriel, c'est en ce moment, environ 29%. 29%, ça peut paraître énorme, c'est beaucoup. L'ensemble des grandes banques françaises sont entre 11 et 13%. On a plus de 2 fois plus.
c'est beaucoup, ça nous donne des marges de manœuvre pour l'avenir. C'est pas non plus pléthorique, il faut l'avoir en tête, compte tenu de ce qu'est notre bilan, compte tenu du poids de l'activité de fonds propres, compte tenu des risques qu'on prend. Il est normal qu'on ait un ratio très fort si on veut, encore une fois, on veut être solide, inaltérable et pouvoir continuer à prêter et à nous engager. C'est ça qu'on veut, donc on a 29% de ratio. Encore une fois, ça nous laisse envisager l'activité des années futures sereinement. C'est pas pléthorique non plus en termes d'approche économique. Voilà, en termes de perspective à long terme, pour finir, qu'est-ce qu'on veut concrètement? Encore une fois, on veut être solide, et dans ce cadre de solidité, on veut être rentable raisonnablement, et on veut une exploitation efficace. Donc la rentabilité, on va la mesurer de deux façons. En rendement du capital, on veut un ROE en cible de l'ordre de 3 à 4%, on a mis 3,5% ici. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire moins, sinon on est plus cher, si je puis dire, on est moins cher, on rapporte moins que le coût à long terme de l'État français, donc on détruit un petit peu de capital, et ça veut dire qu'on ne peut pas suivre le développement de nos clients dans la durée, donc il faut faire 3,5%. On ne veut pas faire plus non plus, parce qu'on n'a pas de raison, ce n'est pas notre vocation d'aller faire du 10% de rendement sur le capital. En exploitation, on veut rester en dessous de 60% de coefficient d'exploitation. On veut que nos charges restent inférieures à notre PNB avec un facteur de l'ordre de 40%. On veut avoir 40% au minimum de notre PNB pour couvrir notre coût du risque. Donc une exploitation qui se benchmark dans le meilleur des banques françaises. Et surtout, encore une fois, on veut être solvable et on veut être liquide pour être là, pour prêter et pour être là pour investir quand les gens ont besoin de nous, quel que soit le cycle économique. Donc un ratio de solvabilité qui restera, quoi qu'il arrive, au-dessus de 25% dans les années qui viennent, des coefficients de liquidité dont je vous épargne le détail, mais qui seront très loin, qui sont très loin aujourd'hui et qui resteront très loin au-dessus de l'ensemble des contraintes réglementaires qui commencent à être nombreuses par ailleurs. Voilà pour la partie quantitative de la journée. Merci. Alors, écoutez, on a été un peu long, donc pardonnez-nous pour ceux qui étaient un peu pris par le temps. On pensait qu'il était utile qu'on positionne bien nos activités. On va passer maintenant aux questions-réponses, si vous en êtes d'accord, en privilégiant, si vous me le permettez, la presse qui est devant cette salle. On a un peu de temps pour les questions-réponses en attendant notamment l'arrivée de Pierre Moscovici. Je vous dis tout de suite qu'en sortant, vous aurez la possibilité d'emmener cette première livraison de nos ouvrages, qu'on présentera maintenant systématiquement dans ce format livre de poche, parce qu'on a fait, ça aussi c'est nos valeurs, simplicité, proximité, le constat que les grands rapports annuels, 21, 29, 7, partaient à la poubelle assez vite, parce qu'ils étaient illisibles. Alors que là, il y a peut-être une chance, on a beaucoup travaillé quand même, mais il y a peut-être une chance que vous les ouvriez. Donc il y a le rapport d'activité, il y a le plan stratégique, il y a l'enquête de conjoncture sur les PME qui vient de tomber, très importante, notre enquête sur les ETI. Vous avez un petit livre qu'on a rédigé avec 19 entrepreneurs qui s'appelle Histoire d'avenir et qui sont tous des histoires comme celles que vous avez entendues ce matin. Et puis, vous avez une étude sur la gestion française, donc le capital investissement français financé par nous. Voilà, tout ça est dans cette collection que vous pourrez trouver à la sortie. Question. Oui. Je ne sais pas si ça m'a... Oui. Bonjour, Aurélie Abadi de la correspondance économique. Je voulais vous demander où on en était en fait de la fusion des différentes entités, donc ex-FSI, FSI Région, CDC Entreprises, puisqu'il était question dans le schéma initial de s'appuyer donc sur deux branches, financement et investissement. Et il me semble qu'à ce jour, la branche investissement, on a toujours la coexistence de BPI Participation, Région et Investissement. Donc quand la fusion sera-t-elle effective? Qu'est-ce que ça implique au niveau gouvernance? Et d'autre part, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le plan stratégique que vous venez d'évoquer, justement? Parce qu'il me semble que vous n'avez pas vraiment communiqué dessus. Donc je suis curieuse de savoir ce qu'il contient. Merci. Alors, la fusion, elle est pour l'essentiel faite. Il a fallu obtenir l'accord de l'AMF que nous avons obtenu le 22 décembre. Il a fallu obtenir l'accord des salariés, des entités fusionnées, que nous avons obtenu le 30 janvier. Et donc, nous prévoyons une fusion juridique, Boubacar, le
31 mars, voilà, j'allais dire le 1er avril, donc le 31 mars. Donc c'est ceci qui donne naissance à BPI France Investissement, société de gestion unique pour 380 salariés et nos milliards d'euros sous gestion. Voilà. En réalité, on fonctionne déjà comme si elle existait, cette société-là. Hein. Les appartenances à chacune des catégories ont disparu depuis un bout de temps. Tout a été renommé. Le FSI s'appelle ETI Grandes Entreprises. FSI Région n'existe plus. Hein. C'est la direction des fonds propres PME, dirigée par Bertrand Finet ici. La direction des fonds de fonds, Daniel Balmis. Et puis, les fonds de capital risque sont rassemblés sous l'autorité de Paul-François Fournier. Voilà. Donc ça, on est au bout du processus. La gouvernance, c'est très simple. Hein. Donc vous avez le conseil d'administration de la société mère. Il y a 2 filiales, une filiale investissement et une filiale bancaire. Donc chacune a son conseil d'administration. La filiale investissement s'appelle BPI France Participation. Elle détient tous les capitaux. Equity investi dans les entreprises. Mais elle n'a pas un seul salarié. Elle a une filiale à 100% qui est la société de gestion dans laquelle sont tous les salariés, qui gèrent pour le compte de sa mère les fonds. Hein, donc les 18 milliards d'euros. C'est comme ça que ça se passe. Donc BPI France Participation a son propre conseil, avec des indépendants, qui sont Florence Parly, Laurence Debroux, Frédéric Saint-Jour, qui sont eux-mêmes présidents des comités d'investissement, d'audit, des risques et des nominations. Et nous avons un comité d'investissement de BPI France Participation qui revoit tous les investissements supérieurs à 10 millions d'euros, qui est un comité qui se réunit tous les 15 jours, 3 semaines. Voilà. Alors, votre autre question, c'était la stratégie. Alors, j'ai dû être très mauvais parce que je pensais en avoir un petit peu parlé. En termes strictement quantitatifs, je vous redis, retenez en production de crédit nouvelle 1 milliard de plus par an chaque année, entre maintenant et 2016. Ça, c'est simple. Et dans l'equity, entre 1 et 2 milliards d'euros d'investissement par an. Aujourd'hui, on est plus proche de 1 que de 2, on aimerait monter, et si on peut faire 2, on sera très content de faire 2. Voilà, c'est une pure question, à la fois de déploiement commercial de nos équipes sur le terrain et en France, et puis d'appétence des entrepreneurs pour l'ouverture du capital, tout simplement. Ça, c'est les volumes, hein, ce qui nous amène à un bilan qui passerait, grosso modo, des 50 milliards d'euros que vous avez vus dans la présentation d'Arnaud Codou, à un peu plus de 60, on dirait 65 milliards d'euros en 2017. Et alors, à l'intérieur du monde du crédit, la stratégie, elle se résume à on fonce sur la trésorerie et on fonce sur les prêts de développement. Voilà. Et sur les autres produits, on croît avec le marché. En revanche, sur la trésorerie et les prêts de développement, on croît beaucoup plus vite que le marché. Autre question, Axel? Fabio Benedetti, bonjour, agence de presse Bloomberg. J'aurais 2 questions. La première, vous avez évoqué en début de votre présentation le fait que lundi, dans le cadre de l'union bancaire, vous allez recevoir les premières inspections. Je voulais bien savoir, c'est donc le début de l'AQR pour vous comme pour les autres banques françaises. Est-ce que vous allez recevoir donc, les inspecteurs à la fois et aussi la documentation pour l'AQR dès lundi? Et puis deuxième question, dans vos investissements dans les grandes entreprises 2014, est-ce qu'Euronext pourrait en faire partie? Alors c'est oui et oui. Sur la deuxième, c'est oui? Oui. Pour quel montant, éventuellement? C'est oui, possible, théorique. C'est-à-dire que ça n'est pas incompatible avec notre doctrine. Voilà. Et donc, est-ce que c'est la Caisse des dépôts et consignations qui investira dans Euronext, ou nous, ou personne? Ça reste à voir. Mais en tout cas, on va regarder le dossier. Et sur l'AQR, oui, nous avons 20 inspecteurs qui arrivent lundi. Merci. Et la documentation aussi? Combien de pages vous attendez à voir? Vous les avez déjà sur votre bureau? Arnaud, on te demande le nombre de pages de la documentation AQR. Plusieurs centaines. C'est pas très précis, mais plusieurs centaines. Voilà. Axel Krause. Merci beaucoup, journaliste américain à Paris et secrétaire général de l'Association de la presse anglo-américaine. Justement, en regardant nos membres, New York Times, Financial Times, The Economist, etc., The Daily Telegraph, etc., pour la plupart, ils n'ont pas des grandes crises, des grands problèmes financiers. Je regarde la scène française du média et surtout le multimédia. On voit surtout beaucoup de crises, beaucoup de blocages des associations des journalistes en province que j'ai vu il y a très peu de temps m'ont dit les banques ne veulent pas nous prêter de l'argent pour lancer des opérations comme Rue 89. Alors ma question est, étant donné la crise
de Libération actuellement est un parfait exemple en fait, le sens de ma question. Comment voyez-vous la scène média et multimédia en France? Vous avez beaucoup parlé des PME, PMI industriels, mais le média et le multimédia, est-ce que c'est pour vous une sorte d'activité promettante pour vous? Et si oui, quelle sorte de média? D'accord. Alors, notre doctrine prévoit que nous ne pouvons pas investir dans la presse et les relais d'opinion. Presse, agence de presse, institut d'opinion, c'est exclu dans la doctrine que j'ai présentée au Parlement français. En revanche, ça ne nous empêche pas d'investir dans les médias. Donc, il a pu arriver qu'on investisse dans une entreprise de production de dessins animés. Donc, on a pas mal de dossiers. On a également un partenariat avec l'IFSIC, qui est l'Institut de financement du cinéma et de l'industrie du jeu vidéo français, puisque on est au conseil d'administration de l'IFSIC, on finance une partie des fonds de garantie de l'IFSIC, donc on intervient par ce bras armé-là du ministère de la Culture, de manière, on va dire, indirecte. Delphine Deschaux. Bonjour, moi j'ai une question sur vos frais de fonctionnement. Donc il y a un chiffre, si j'ai bien lu, donc les charges c'est de l'ordre de 380 millions d'euros pour cette année. Oui. Si on compare ça avec le périmètre des 3 entités préexistantes, comment on se situe? Est-ce que vous avez dégagé des synergies? Et puis j'aurais une deuxième question très spécifique sur Eramet. Vous avez fait une moins-value de 300 millions. Bon, il y a bien sûr la baisse des cours du nickel, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de management? Et qu'est-ce que vous en pensez? Au moins sur le deuxième point, rassurez-vous, je ne répondrai pas. J'ai pris l'habitude depuis le mois de février 2013 de ne plus commenter des situations particulières. Voilà. Alors sur les frais de fonctionnement, le budget des 4 entités additifs donnait 381 millions d'euros de charges. À la fin de l'année 2013, on a dépensé 389 millions d'euros. Et la différence, c'est strictement le coût de construction de BPI France. Les avocats, les banquiers d'affaires, la campagne de communication de lancement, toutes sortes de frais, qui sont les frais liés à la fusion des 4 entités, qui est quand même la deuxième opération de fusion-acquisition la plus lourde de France après Publicis Omnicom en 2013. Mais pour le reste, on est resté strictement dans le budget. Alors effectivement, ça veut dire qu'on n'a pas fait beaucoup de synergies, mais il n'y avait pas beaucoup de synergies de coûts à faire. Dans les 4 cas, je crois que c'est utile que vous le sachiez, on a des entreprises qui sont très frugales, qui ont été bien gérées. Certains des patrons prédécesseurs de ces entreprises sont là, François en particulier. Donc il n'y a pas beaucoup de gras à trouver en synergie de coûts entre ces entreprises, étant entendu par ailleurs qu'elles faisaient des choses, certes complémentaires, mais quand même très très différentes. Voilà. Bonjour, Arnaud Dumas de l'usine Nouvelle. Je me demandais, est-ce que les comités d'orientation régionaux étaient déjà en place? Est-ce qu'ils étaient déjà en activité dans toutes les régions ou pas forcément toutes les régions encore? Et quand ça allait être le cas? Partout, y compris aux Antilles où je suis allé inaugurer le comité régional d'orientation de la Guadeloupe il y a 15 jours. En activité aussi? Oui, absolument, en activité, absolument. Donc le premier comité régional d'orientation est toujours un peu formel, chacun se présente, etc. Le deuxième est le comité où on commence réellement à travailler. Ça sert à quoi un CRO? Ça sert à identifier dans les territoires quelles sont les failles de marché spécifiques au territoire. Quels sont les problèmes spécifiques au territoire. Et donc ça sert aux acteurs à clarifier le mandat qu'ils nous donnent à nous, opérateurs, BPI France, en région, pour leur compte. Au comité exécutif, nous avons Marie-Adeline Pex, qui était elle-même directrice des services économiques du Conseil régional de Bretagne, qui incarne toute cette dimension-là, et qui, en 2013, a fait le travail acharné d'installation des 22 comités régionaux d'orientation et d'installation également de toutes les plateformes dématérialisées, c'est-à-dire en fait des services Internet communs à BPI France et aux conseils régionaux qui permettent à l'entrepreneur de voir un visage unique en région. Bonjour, j'avais une question. Bon.
Sur les provisions individuelles, à quoi sont-elles dues qui sont passées les plus de 200 millions d'euros de provisions que nous avons passées. Alors ça, ce sont des provisions que nous avons passées. Delphine y a fait référence en particulier sur un titre qui est titré Ramet, mais il y en a d'autres. Hein. On a un portefeuille qui est quand même très très profond, puisqu'on a 450 participations directes. Donc par définition, toutes ne sont pas au business plan d'acquisition. Il y en a donc certaines sur lesquelles nous avons passé des provisions. Voilà. Et donc, je ne pourrais pas vous dire quel est le nombre de lignes sur lesquelles on a passé des provisions, Arnaud. Une dizaine. Axel? Je vais poser une deuxième question. Il y a une notion, ou surtout un mot que vous n'avez pas prononcé ici ce matin, c'est l'Europe. Il y a une banque d'investissement européenne à Luxembourg, mais c'est purement infrastructure, des choses plutôt européennes et étatiques. Est-ce que c'est dans votre stratégie, vos réflexions sur l'avenir, d'éventuellement créer une sorte de BPI européen dans le Maghreb, les Allemands ont une banque comme le BPI, mais en Angleterre, il n'y en a pas, il y a beaucoup de pays, il y a 28 pays. Est-ce que c'est même pensable? Vous avez créé un marché unique, une monnaie européenne, mais il n'y a pas un BPI européen, et pourquoi pas? C'est ma question. Bien sûr, c'est une bonne question. Donc, on travaille avec la BEI et le FEI, qui est sa filiale. D'ailleurs, le patron du FEI est ici présent. Merci de sa présence, Richard Pelly. Et qu'est-ce que nous faisons avec ces institutions? D'une part, elles nous ont accordé cette année des crédits qui nous permettent de doter un fonds de garantie qui nous permet de faire à peu près 250 millions d'euros de prêts à l'innovation, qui sont des prêts 7 ans, 2 ans de différé de remboursement, exactement comme les nôtres, mais en plus bonifiés, donc des taux d'intérêt plus bas. Ça, c'est le type de collaboration que nous souhaitons développer absolument avec les institutions de la Banque européenne d'investissement. Par ailleurs, la Banque européenne d'investissement se propose de nous accorder, en substitut des marchés financiers, de la liquidité, 750 millions d'euros, hein, à des taux qui sont les taux auxquels la banque emprunte, hein, qui sont des taux 3A de très très bonne qualité. Donc ça, on le fera également. C'est le début, après quelques périodes de vaches maigres, d'un vrai redémarrage de la collaboration avec la banque. Et nous n'excluons pas de monter au capital du Fonds européen d'investissement. Nous sommes en train d'en discuter. Parce que nous pensons que notre rôle est d'être au moins aussi présent que la KfW dans les institutions européennes. Alors par ailleurs, indépendamment de ça, nous finançons pas mal le Maghreb et nous avons bien l'intention de financer par des fonds franco, en l'occurrence africains, comme nous avons un fonds franco-chinois et franco-brésilien, des économies qui ne sont pas seulement l'économie française. Parce que nous pensons que nous devons capitaliser les PME françaises qui vont dans ces pays et parfois capitaliser les PME de ces pays qui veulent venir en France créer des emplois chez nous. Donc ça, c'est un axe stratégique qui est très important. Le fonds franco-chinois, pour nous, il est majeur. Hein. Il n'est pas totalement exclu que dans les années qui viennent, parce que c'est un fonds qui marche très bien, au profit des PME françaises, ça soit l'un des plus gros fonds financés par nous. Hein. Donc n'ayez pas en tête le fait que nos 261 fonds sont des petits fonds gaulois. C'est des fonds ouverts sur le monde. Oui. Christian Schubert, Frankfurter Allgemeine. Une banque comme vous est toujours un peu dans la sphère politique, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous avez senti la pression de sauver des entreprises en difficulté? Est-ce qu'il y avait des cas, de tels cas, ou est-ce qu'il y avait des cas où vous avez refusé cette pression? Comment vous avez vécu tout ça? Notre rôle, c'est d'être un opérateur professionnel et un investisseur avisé. Ça veut dire que, en tant que banque publique, on n'a pas d'a priori. On n'a pas le droit de refuser un dossier simplement parce qu'on a une intuition. On doit tout regarder. Et on doit tout instruire. Et quand il faut dire non, on dit non. Et on a pas mal dit non. Et une fois qu'on a dit non, c'est comme ça. Hein. On ne peut pas tellement nous forcer à accomplir quelque chose qu'on ne souhaiterait pas. En l'occurrence, le Parlement nous a confié 20 milliards d'euros d'épargne des Français. On rendra 20 milliards d'euros d'épargne des Français.
On est paysans, nous. Hein. Donc on veut bien manger un tout petit peu le rendement, mais le stock, on n'y touche pas. Ce qui veut dire qu'il y a des situations particulièrement périlleuses, d'entreprises qui en fait sont en grave maladie depuis de nombreuses années. En général, ça a commencé il y a une demi-douzaine d'années, où nous ne sommes pas le bon outil. En revanche, il y a des entreprises qui connaissent un pépin. Elles ont une maladie qui n'est pas une maladie chronique. Elles tombent, elles ne méritent pas de mourir. Et là, nous pouvons tout à fait les sauver. Comment est-ce qu'on fait ? On accompagne un repreneur. S'il y a un repreneur qui met 10, nous on met 9. Et on le pousse et on relance l'entreprise. On l'a fait à plusieurs reprises cette année. Hein. On l'a fait avec Clestra, je vous l'ai cité tout à l'heure. On l'a fait avec le premier imprimeur européen qui s'appelle CPI. On peut le faire en crédit aussi. On l'a fait avec Doux. On a mis 3 millions d'euros de crédit dans Doux. Hein. Donc il y a plein de situations où on est là pour... Voilà. On a par ailleurs des fonds d'investissement qui sont spécialisés dans ce qu'on appelle le rebond. Et on met beaucoup d'argent là-dedans. Hein. Quand on fait le compte, c'est plusieurs centaines de millions d'euros que nous investissons dans le rebond. Voilà ce que nous faisons. Elisabeth Lécuyer, Radio Widoubiz, est-ce que vous avez mis en place une ligne d'éthique qui vous interdit d'investir dans des secteurs tels que l'armement, parce qu'avec l'épargne des Français, peut-être qu'ils ne seraient pas d'accord, le tabac, et est-ce que vous avez un comité d'éthique qui a déterminé ces secteurs dans lesquels vous ne souhaitez pas investir ? Alors, on a notre document de doctrine, hein, qui est l'un des petits bouquins jaunes d'ailleurs, qui, encore une fois, a exclu les infrastructures, pas pour des raisons éthiques, mais j'en profite pour clarifier la doctrine, parce que c'est notre actionnaire, la Caisse des dépôts et consignations, qui le fait, qui a exclu les sociétés d'économie mixte, toutes les sociétés strictement publiques, qui a exclu les coopératives agricoles, parce qu'on ne sait pas très bien comment investir là-dedans, hein, qui a exclu, comme je le disais, la presse et tous les relais d'opinion, qui n'exclut pas formellement le monde de l'armement. Ça n'est pas exclu formellement. Voilà, donc je suis clinique et technique avec vous dans le document de doctrine. En revanche, ça ne nous empêche pas d'avoir une politique de ESR, comme on dit, hein, donc de responsabilité sociale, qui est très claire, hein, et qui est très publiée, et qui prend la forme avec les entreprises dans lesquelles on est, au capital desquelles on est, d'un dialogue avec elles, qu'on appelle dialogue de progrès. On leur fait signer des lettres de progrès, si elles le souhaitent, on ne peut pas les forcer, où on parle de la gouvernance, de la parité, de l'emploi des jeunes, de tout l'agenda de la responsabilité sociale. Ça serait bien que vous ayez d'autres questions en attendant Pierre Moscovici. Philippe Bertelier, Agroalimentation. Il avait été évoqué un temps la création d'un guichet dédié à l'agroalimentaire. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou ça a été enterré ? Alors, il n'y a pas à proprement parler d'autres guichets que nos directions régionales de BPI France. Ça, c'est vraiment quand même un message très important. Tous les entrepreneurs que vous rencontrez, s'ils vous disent comment on fait, vous leur dites, vous appelez le directeur régional de BPI France. Où habitez-vous ? Montluçon.